Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Aymeric, radiologue, conférencier, chef de clinique et créateur de la chaîne de conférences en ligne Tuto Radio. Je tenais d'abord à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement. Vous êtes très nombreux à rejoindre la communauté Tuto Radio pour apprendre la radiologie et maximiser vos chances de réussir aux ECN. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer à faire du contenu pour vous aider. Donc encore merci et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à télécharger ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour ne plus faire d'erreurs en radiologie. C'est un guide d'analyse systématique des dossiers d'imagerie qui tombent aux ECN qui vous permettra d'avoir une réflexion méthodique et systématique pour ne pas paniquer face à un dossier en apparence difficile. Ça vous permettra également d'être abonné à la newsletter Tuto Radio pour recevoir régulièrement par mail des trucs, des conseils et des astuces. C'est parti pour cette nouvelle webconférence sur la hernie discale. Alors on va parler comme d'habitude dans un premier temps des techniques d'imagerie. J'aimerais que vous reteniez quelque chose de fondamental, c'est qu'en face d'un tableau de lomboradiculalgie ou lombocruralgie, lombosciatalgie ou névralgie cervico-brachiale commune, non compliquée, il n'y a pas d'indication à faire un examen d'imagerie en première intention. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Il n'y a pas d'indication à faire une imagerie systématique en première intention. Maintenant, si vous avez un tableau qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire qui évoque éventuellement une cause tumorale, infectieuse, inflammatoire, là il y aura indication à faire un examen d'imagerie en première intention, mais pas dans le cadre d'une radiculalgie dite commune, c'est-à-dire qui touche le sujet d'âge moyen, la plupart du temps plutôt jeune, et qu'il n'y a pas de signes généraux, d'altération de l'état général, de fièvre, etc. Maintenant, quand on est face à un tableau résistant au traitement médical de première intention, ou comme je vous l'ai dit, qui présente des complications, ça peut être un déficit neurologique, un déficit sensitivo-moteur, ça peut être une résistance au traitement morphinique, on doit réaliser une imagerie. Alors l'imagerie de première intention en cas de suspicion de radiculalgie symptomatique, c'est la radiographie standard, comme à chaque fois. Pourquoi? On ne va pas rechercher une hernie discale sur ces radiographies standards. Vous savez que le disque intervertébral ne se voit pas en radiographie standard. On va plutôt chercher à éliminer les causes symptomatiques potentielles comme une fracture tassement vertébral, ça peut être des signes de spondylodicite, ça peut être une lésion tumorale. Donc c'est vraiment le but de ces radiographies standards, éliminer ces causes symptomatiques. On va parler de la sémiologie après qu'on peut avoir en radiographie standard. Les autres examens, ce sont le scanner et l'IRM. Donc le scanner et l'IRM ne sont pas, encore une fois j'insiste bien, des examens de première intention, ce sont des examens de deuxième intention en cas d'échec du traitement médical ou bien de complications initiales ou bien en cas de traitement envisagé, par exemple infiltratif. Ce scanner et cette IRM vont être réalisés sans injection de produit de contraste, on appelle aussi en contraste spontané. Et les deux examens pourront être réalisés. Du fait du caractère non irradiant de l'IRM, si on a la possibilité, on préférera réaliser l'IRM plutôt que le scanner, mais les deux répondent très bien à la question. Je vous rappelle que l'IRM a néanmoins un meilleur contraste pour détecter ces hernies discales, mais le scanner est vraiment très performant pour ça également. Donc l'un ou l'autre, l'IRM si possible de préférence hors contre-indication à l'IRM et sinon le scanner fait également très bien les choses. Ce que je vous explique ici est valable à l'étage thoraco-lombaire pour rechercher une hernie discale lombaire par exemple, mais c'est aussi valable lorsqu'on recherche une névralgie cervico-brachiale. La seule différence, c'est que les clichés radiographiques seront réalisés au niveau du rachis cervical avec des clichés obliques de 3/4 pour rechercher un rétrécissement des foramènes de conjugaison qui pourront entraîner un conflit radiculaire. Alors venons-en maintenant aux signes sémiologiques.
On a des signes directs et des signes indirects. On va écarter rapidement la radiographie standard puisque sur cette radiographie standard, on ne pourra voir que des signes indirects, c'est-à-dire une dyscarthrose, des remaniements dyscarthrosiques, c'est-à-dire arthrosiques du disque intervertébral qui peut être pincé, rétréci et puis ensuite on peut retrouver tous les signes cardinaux de l'arthrose, c'est-à-dire l'ostéocondensation sous-chondrale, l'ostéophytose marginale, la présence de géode, etc. On peut aussi également retrouver une arthrose interapophysaire postérieure ou zygapophysaire postérieure et la combinaison des deux peut donner une lomboradiculalgie ou une radiculalgie. Donc voilà le type de signe qu'on peut rechercher. Encore une fois, je ne vais pas décrire toute la sémiologie, mais on recherchera surtout des causes secondaires ou symptomatiques, fractures, tumeurs, infections, etc. Venons-en maintenant au scanner et à l'IRM. Donc au scanner et à l'IRM sans injection de produit de contraste, je le répète, on va rechercher des signes directs, c'est-à-dire tout simplement une hernie discale. Donc la hernie discale se manifeste par une protrusion d'un morceau du disque intervertébral postérieur qui peut être médiane, paramédiane, foraminale ou extraforaminale en fonction de sa position. Et cette hernie discale du noyau discal à travers les fibres périphériques va pouvoir entraîner un conflit avec une racine nerveuse. En fonction de la localisation de la hernie, le conflit concernera une racine différente, mais on peut aussi avoir des hernies discales relativement volumineuses, voire qui sont à migration ascendante ou descendante, c'est-à-dire qui vont vers le haut ou vers le bas et qui peuvent donc comprimer plusieurs racines. Donc cette hernie discale, c'est ce qu'on recherche directement pour expliquer les symptômes. Attention, la grande majorité des hernies discales sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il faudra bien vérifier que les signes cliniques sont concordants avec la hernie discale. Si le patient a une radiculalgie L4 droite par exemple et que vous n'avez qu'une hernie discale foraminale L5S1 gauche, il n'y a aucune concordance entre la clinique et les images. Donc attention, le but c'est de visualiser une hernie mais de manière concordante anatomiquement à la symptomatologie du patient. Le reste des signes sémiologiques va concerner tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire les remaniements de type dyscarthrose, d'arthrose articulaire postérieure qui ne sont pas spécifiques, qui sont les mêmes que l'ensemble des remaniements dégénératifs musculo-squelettiques, donc pincement, ostéosclérose de l'os sous-chondral, l'ostéophytose marginale et la présence de géode qu'on pourra retrouver un petit peu partout. Et ces remaniements dégénératifs vont pouvoir être responsables d'un rétrécissement du canal vertébral ou des foramens de conjugaison où passent les racines nerveuses et donc potentiellement également donner une compression nerveuse. Que ce soit en scanner ou en IRM, on peut éventuellement tomber sur une tumeur, une infection, des signes de spondylarthropathie, des diagnostics différentiels qu'on ne suspectait pas initialement, ça peut arriver. Dans ces cas-là, bien évidemment, on complète l'examen, par exemple par l'injection de produits de contraste et des séquences adaptées. Donc voilà, il faut toujours adapter le protocole de réalisation de l'examen à ce qu'on cherche. Si on ne cherche pas une spondylodicite, qu'on cherche une hernie discale, mais qu'on a manifestement un tableau de spondylodicite, eh ben, on s'adapte au tableau et on fait ce qu'il faut. Et en l'occurrence, on injecte du produit de contraste. Mais pour rechercher une hernie discale entre guillemets commune, banale, l'injection de produit de contraste n'est pas nécessaire. Alors là, j'ai parlé essentiellement de la hernie discale et de la dyscarthrose. On ne va pas faire toute la liste de la sémiologie qu'on peut retrouver dans ce cadre, mais on peut tout à fait avoir par exemple des rétrécissements canalaires sévères dus à l'association de dyscarthrose et de pédicules vertébraux courts. On peut avoir une arthrose articulaire postérieure, comme je l'ai dit, très importante, qui est responsable également d'un rétrécissement des foramens de conjugaison. On peut avoir tout un tas de choses, donc on ne va pas tout détailler là, mais voilà, l'imagerie de la lomboradiculalgie fait appel à une sémiologie relativement vaste.
Alors, la recherche des complications de la hernie discale, en fait, elle est essentiellement clinique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un déficit sensitivo-moteur? Est-ce qu'il y a un syndrome de la queue de cheval? Est-ce qu'il y a des signes de compression médulaire? Parce qu'en fait, l'imagerie précise la topographie de l'atteinte, s'il y a une hernie discale, s'il y a une sténose canalaire sévère par exemple, mais la gravité s'évalue vraiment sur la clinique. Alors bien sûr, on peut avoir des signes de souffrance médulaire en cas de compression médulaire haute par une hernie discale par exemple. On peut avoir une racine qui est tuméfiée, épaissie en cas de conflit disco-radiculaire, mais c'est vraiment la clinique qui fait la gravité d'une radiculalgie et d'une compression radiculaire ou médulaire. Bien sûr, si on a des signes de souffrance ou des signes de conflit disco-radiculaire, de sténose canalaire sévère, on pourra être amené à prévenir le chirurgien, mais encore une fois, c'est vraiment la clinique qui prime sur l'évaluation des signes de gravité. Pour synthétiser sur l'imagerie de la hernie discale, de la névralgie cervico-brachiale ou de la lomboradiculalgie commune, c'est d'abord pas d'imagerie en première intention, sauf si on a des signes en faveur d'une cause symptomatique, inflammatoire, tumorale, infectieuse par exemple. Si on a des signes de déficit neurologique, de déficit sensitivo-moteur, en cas de résistance au traitement médical ou en cas de traitement envisagé, par exemple infiltratif ou chirurgical, on réalisera un scanner ou une IRM en fonction des disponibilités. On recherchera sur ce scanner ou cette IRM des phénomènes dégénératifs, principalement dysarthrosiques, mais qui peuvent aussi être par exemple articulaires postérieurs ou interapophysaires postérieurs. On recherchera une hernie discale et des signes de conflit disco-radiculaire ou des signes de rétrécissement canalaire sévère, de sténose canalaire ou foraminale. Encore une fois, message très important, il faudra bien s'assurer de la concordance entre la topographie de l'atteinte identifiée en imagerie du conflit disco-radiculaire et de la topographie des signes cliniques. C'est très important puisqu'une hernie discale ou une sténose canalaire ou une sténose foraminale peut tout à fait être asymptomatique. Enfin, les signes de gravité sont essentiellement cliniques et notamment est-ce qu'il y a un déficit sensitivo-moteur. Cet aspect clinique est bien plus important que les quelques signes de gravité qu'on peut retrouver en imagerie. Voilà pour cette nouvelle conférence sur la hernie discale. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à vos attentes. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager un maximum de monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me laisser en commentaire les difficultés que vous avez ou les points qui n'étaient peut-être pas suffisamment clairs pour vous. J'invite tous ceux que ça intéresse à télécharger la fiche de synthèse de la conférence où comme d'habitude vous allez retrouver l'anatomie, la radioanatomie normale, les points clés, les images clés et surtout les images non annotées pour pouvoir vous entraîner. Vous savez, pour ceux qui ont fait avec moi la correction des annales des ECN 2020, que la radioanatomie tombe très souvent et que la radiologie occupe une place vraiment très importante aux ECN et bien sûr en pratique clinique quotidienne. Surveillez bien vos mails parce que je vais vous envoyer très rapidement le dernier cas clinique de cette série de conférences de l'été. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas et notamment sur Instagram où je vais poster de plus en plus de cas cliniques et d'images clés pour vous aider à maîtriser la radiologie pour les ECN. Encore un grand bravo pour avoir suivi cette conférence et cette série de conférences de l'été. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière conférence tuto radio de l'été. Ciao!